On a beaucoup de personnes qui nous disent oui, mais on n'était pas unis, ou bien alors on a des horaires différents, ou bien chez nous, c'est pas comme ça. C'est possible dans toutes les entreprises. Je ne connais pas d'entité, à ma connaissance, où c'est pas possible que les gens s'organisent, où c'est pas possible de joindre les gens. Mais à tous, disons à 100% derrière nous, je l'ai vu, ça existe, c'est très rare. Mais il faut en tout cas tendre à avoir le maximum de personnes derrière nous. Et je pense qu'on avait eu cette discussion déjà ici, notamment au niveau des horaires. Est-ce que, parce qu'à la RTS, on travaille le samedi, le dimanche, on peut se réunir? Ben oui. Ben oui, autant que chez Novartis, où ils ont le travail 7 jours sur 7, le samedi, le dimanche, autant qu'ils sont chez Bobst, on le verra tout à l'heure, ils étaient plus que chez vous, hein, sur un site, ils étaient 2000 personnes, plus de 2000 personnes. Et ben voilà, on n'a pas réussi à avoir tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui a participé, mais une grande partie, on le verra les proportions tout à l'heure. Donc je pense que, voilà, en tout cas c'est possible, ce mot vous devez l'avoir en tête, et il faut partir avec les gens de bonne volonté. Chaque entreprise est dans son monde, chaque entreprise est différente et toutes les entreprises y sont arrivées. Ça, je peux vous le dire. Et puis là, quand on m'a dit ce serait bien d'avoir des employeurs, je l'ai dit, on a contacté les deux personnes de chez Bobst. Pourquoi Bobst? Moi, je me suis dit, tant qu'à prendre une entreprise, autant prendre la plus grande entreprise de l'industrie vaudoise, s'ils étaient d'accord de venir. Et franchement, je les remercie infiniment de faire cet exercice aujourd'hui. Parce que Bobst, je pense, c'est un bon reflet. Pour vous, c'est une entreprise où il y a beaucoup de personnes. Hein. Ici, vous êtes plus de 1000 à Genève. Ça correspond à une ampleur d'entreprise aussi importante. Et puis surtout une diversité, je pense. Alors, après, on peut discuter des métiers. Vous avez d'autres métiers. Mais on peut, je pense, faire une comparaison assez forte dans ce qui s'est passé. Et puis pour le reste, je pense que c'est mieux de laisser les personnes de la direction s'exprimer parce que sur comment ils ont vécu eux de leur côté lorsque ils ont eu affaire à UNIA, au syndicat, à ces contre-propositions, et puis de dire un petit peu comment ils l'ont vécu. Moi, je tenais, alors, donc mon nom est Antonio Racciati, j'étais à l'époque le directeur des ressources humaines, sous les ordres de M. Perry Muller, qui se présentera tout à l'heure. Je tenais juste à préciser deux choses avant que je réponde à ta question. Comment est-ce qu'on a vécu la relation avec le syndicat UNIA? Peut-être si on a interagi, et tu ne l'as pas dit, on se tutoie, parce que c'est vrai que dans cette aventure, il y a quand même une forte proximité qui s'est créée par après avec M. Deferrard et puis avec d'autres de ses collègues. Disons, on a aussi découvert qu'est-ce qui animait nos partenaires sociaux. Et puis, ça, c'est une grande expérience. Alors, c'est vrai qu'on aurait préféré la vivre dans d'autres circonstances, mais c'est une expérience extrêmement forte. Et c'est une des raisons qui m'ont amené aujourd'hui à venir témoigner devant vous, c'est de dire en tant que représentant d'une entreprise, moi je faisais partie de la direction générale, sous les ordres de M. Muller, donc on était les représentants des employeurs. Je dois dire que là, on a découvert qu'effectivement, le partenariat social, ça avait un sens, et puis que ce n'était pas paradoxal par rapport à nos rôles d'employeurs, et que les choses pouvaient se faire avec nos partenaires de manière tout à fait intelligente. J'aimerais juste préciser deux choses, puis après je dirai le sentiment, comment j'ai vécu les choses. Bobst, tu as parlé d'un plan de restructuration de A à Z. Ce n'est pas tout à fait ça. Je reprécise le contexte. On avait des difficultés. Le plan de restructuration qui a été mis en place chez Bobst datait de fin 2009. Mais la société avait des difficultés depuis plus d'une année. Et avant d'arriver à ce plan de restructuration, nous avions mis en place 26 mesures pour éviter les licenciements. Une d'entre elles, c'est par exemple, on a vendu des heures de travail de certains de nos collaborateurs dans d'autres sociétés industrielles à l'extérieur de Bobst pour tout simplement couvrir leur salaire. Donc je me rappelle, c'était plus de 100 000 heures qu'on avait réussi à négocier. Donc on a fait un travail assez fou pour aller placer nos collaborateurs à droite à gauche, donc ils gardaient le contrat chez Bobst. Et puis l'idée, c'était de les occuper dans d'autres activités qui, elles, souffraient moins que les nôtres, en attendant que la crise passe. Et ensuite de ça, la deuxième mesure, passage y tient, et on avait passé une soirée assez mythique à Gstaad. On avait le groupe, la direction générale du groupe Bobst qui se réunissait là-bas, et M. Muller et moi étions montés en voiture. On n'était pas invités à Gstaad, mais ils faisaient une séance là-haut pour leur exposer une de ces mesures. Et c'était une mesure de mise au chômage partiel de nos collaborateurs. Et puis, on avait décidé d'accompagner cette mesure en disant,
OK, on se fait rembourser donc partiellement leur salaire par les autorités, par l'assurance chômage, mais la différence, on avait décidé que c'était les cadres qui payaient la différence, de sorte à ce que nos collaborateurs touchent l'entier de leur salaire. Et on est allé proposer ça au groupe exécutif committee qui ont eu, ils ont été extrêmement cool. Et ils ont dit non, mais allez-y, de toute façon ça ne marchera pas, mais allez-y, vous êtes libre de le faire. Et puis là aussi, on a organisé une séance des cadres où on a exposé cette solution. Et on a dit que chacun était libre de participer, de contribuer, et qu'il fallait juste remplir un espèce de bulletin, le mettre dans une urne, et puis que moi, au niveau de la direction RH, eh bien, je me contenterais de ce qu'on me donnerait, mais qu'on ne divulguerait pas la liste des cadres qui participeraient à cette mesure. Et je me rappelle, c'est un des gardes chez PCR, donc je ne nommerai pas le nom, qu'on n'avait pas payé d'ailleurs. Donc le gars, il se lève au milieu de la salle et nous dit, comme ça, il dit ouais, quand on fait du chiffre et du bénéfice, c'est nous les cadres qui nous mettons plein les fouilles. Et puis, quand c'est la crise, il faudrait que ce soit nos collaborateurs, nos ouvriers qui en subissent les conséquences. Moi, je n'ai pas besoin de réfléchir. Il a traversé la salle, il est venu remplir son bulletin, il me l'a donné et il s'est taillé. Et puis, bref, total des courses, les 160 cadres présents ont donc contribué sur leur salaire, sur leur prime, pour payer la différence entre ce qui nous était versé par l'assurance chômage et puis pour pouvoir combler le 100% des salaires de nos ouvriers. Donc ça, c'était toute la période qui a précédé effectivement un moment extrêmement difficile. Ça a été décembre 2009 où les chiffres étaient vraiment catastrophiques et où on a donc convoqué ou invité la commission du personnel et le syndicat unien pour leur dire si on passe l'expression, on est dans la merde. Et puis, il va falloir qu'on prenne des mesures. Il n'y avait pas un plan. Ce qu'on avait dit, c'était un montant, ce qu'il fallait qu'on trouve comme économie pour sortir la société de la mistoufle. Et puis, on avait fait l'annonce au syndicat et à la commission du personnel. Puis, droit derrière, on avait réuni nos cadres et on leur avait dit, il faut qu'on réfléchisse sur une manière de rectifier la situation. C'est vous qui connaissez l'activité, venez avec des propositions qui allaient dans deux directions, c'était de se dire, essayons de voir quelles sont les activités qui nous coûtent et qui ne nous rapportent pas, et puis essayons de voir là où on peut peut-être trouver de la marge ou faire des gains. Et on avait précisé très clairement qu'on voulait que ce soit une réflexion sur l'activité, qu'on ne voulait pas avoir de liste de noms, etc., parce que dans ce genre d'opération, vous savez que certains profitent pour se débarrasser du gars qui ne supporte pas. Etc. Donc, on avait été extrêmement strict là-dessus. Et puis, voilà, après, je te laisserai continuer. L'expérience avec UNIA, je dois dire qu'au début, la première fois qu'on a vu UNIA, c'était pour la fermeture de FAG. Tu te rappelles ? À Avanches. Et puis là, franchement, ils étaient énervés, ils étaient très, très formalistes. On s'était dit, oh là là, ça va être difficile. Donc la première expérience, c'était, on s'est dit, merde, est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose avec cette équipe ? Mais donc, franchement, on était inquiets. Puis on s'est dit, bon, ben, ça va être difficile. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'eux, ils avaient aussi la trouille de nous, en se disant, mais c'est quoi pour une bande de gugus ? Puis à force de discuter, d'échanger et de s'écouter, et même des fois très tardivement, parce qu'on a fini les séances à des heures impossibles, la confiance s'est établie entre nous. Et puis, je te laisserai parler de la transparence, tout ce qu'on a mis en place pour tout simplement rien cacher. Voilà. Bien, bonjour. Bon, effectivement, la première fois que j'ai vu, que je ne le connaissais pas du tout, Yves, donc c'était pas un FAG, parce que toi tu participais pas à un FAG, mais c'était déjà le syndicat UNIA. Mais la première fois qu'il est venu à Prilly, donc j'étais, je m'excuse, je crois que j'ai pas dit que j'étais Pierre Muller, le directeur à l'époque de Bob Suisse. Quand il est arrivé avec ce que j'ai imaginé être ses grands chevaux, je me suis dit, t'es gentil, mon gars, ton syndicat, voilà, tu vas pas m'apprendre mon job. Je sais très bien comment fonctionne notre entreprise. Je sais où sont mes problèmes. On a déjà largement réfléchi comment corriger ces problèmes. C'est pas toi qui vas arriver là avec ta petite équipe de gens qui n'ont pas d'expérience. Et franchement, c'était le début en disant, bof, est-ce qu'on est vraiment obligé de discuter avec ces guignols ? Donc, et c'est vraiment ça, hein. Et on s'aimait pas du tout. Mais lui, il m'aimait pas non plus, hein, que ça soit clair. Hein. Et puis, on a commencé à discuter de leurs propositions. On nous a commencé à nous dire, ouais, on aimerait bien faire des groupes de travail
qui allaient travailler sur certains sujets qu'eux, ils avaient imaginé être des voies d'économie. Puis au tout début, on s'est dit, bon, vas-y, hein, mon gars, de toute façon, tu n'arriveras à rien, parce que nous, on a pensé à tout ça. Donc faites des groupes de travail. Oui, on va te laisser du temps pour nos employés. On avait même organisé, bon, il a été très loin, parce qu'il a été demandé jusqu'à avoir de l'eau, les sandwichs, la salle séparée, qu'on aménage vraiment les horaires. Mais c'est vrai, il a été très très loin. Mais on est rentré dans son jeu en se disant tant qu'on lui dit oui et puis qu'on le laisse s'occuper sur ces trucs qui donneront rien, il nous foutra la paix sur le reste. En gros, c'était ça. Et puis gentiment, ils ont commencé à construire leur groupe. On a effectivement laissé les gens travailler parce qu'il n'y a aucune raison. Ça, ce que j'ai entendu tout à l'heure, votre inquiétude. Soyez pas si inquiets que ça, parce que les directeurs sont pas tous complètement stupides. À quelque part, on a quand même l'intérêt de trouver une solution qui est le moins dommageable possible, c'est sûr, même quand on est un vilain directeur. L'image, de toute façon, n'est pas bonne quand on fait une restructuration, elle n'est pas bonne quand on arrive à un seul licenciement. De toute façon, on n'est pas content, faut bien voir ça. Donc, faut pas croire qu'on est en opposition. On n'est évidemment pas sur un même rythme, sur un même niveau de responsabilité. Les employés connaissent évidemment pas tout d'une société, mais un patron se doit quand même de faire fonctionner son entreprise après la restructuration. Donc, si c'est en bafouant tous les droits des collaborateurs, jamais ça marche après. Donc, ayez pas peur trop de ça. Soyez effectivement assez exigeants dans ce que vous désirez mettre en place, y compris les sandwichs, n'est-ce pas? Mais on a joué le jeu. On a joué le jeu. Et puis gentiment, ces groupes de travail ont commencé à se réunir. Et on a entendu des choses qui commençaient à devenir assez intéressantes quand même. Et ces ânes, finalement, ils ont trouvé des choses qu'on avait oubliées. Non, mais je dis Cézanne parce que c'est ce qu'on pensait. Hein. on pense plus ça. Et gentiment, on s'est rendu compte que, tiens, ils ont des idées. Et puis, ils ont des idées qu'on n'a pas eues. Et voilà, pourquoi pas. Et on a commencé à s'intéresser, alors cette fois, et plus simplement poliment parce qu'on était obligé, mais parce que vraiment, ça commençait à être intéressant, les voies qu'ils avaient suivies. Et puis finalement, on est arrivé à une présentation un soir, là, un jour. Ah ouais, voilà. Ah, t'es un traître, toi, en fait. Je peux faire une précision. Du point de vue de l'employeur, c'est vrai que à partir du moment où on accepte effectivement la discussion, hein, et je pense qu'une direction qui a envie de faire bien les choses le fera, c'est vrai qu'avoir en face une organisation, des collaborateurs qui sont organisés, c'est aussi extrêmement utile. Et puis, pour prendre l'exemple de Bobst, nous aussi on s'est organisés parce que le directeur général, le directeur des finances et moi-même sommes sortis complètement de l'activité au quotidien. Et j'ai dit de 5 heures du matin jusqu'à minuit, on était à disposition. Nous, on se réunissait aussi pour faire des calculs, puisqu'en même temps, on avait commencé à négocier le plan social, puis il y avait des aspects techniques sur lesquels il fallait qu'on travaille. Mais on était à disposition des groupes de travail, on était à disposition des collègues qui travaillaient. Et nous, on s'est aussi organisés, on s'est libérés pour tout simplement être dans la même dynamique. Et ça, c'est important. C'est effectivement une négociation avec la direction du groupe. Hein, donc, Bob, c'est un groupe. Donc, la Suisse était sous la direction du groupe et évidemment aussi du conseil d'administration. Mais c'est une discussion qu'on a eue avec, à l'époque, Jean-Pascal Bobst, qui nous a libérés. Enfin, moi, j'ai négocié pour avoir du temps en disant que c'était une période qui était clé pour l'entreprise. Ça faisait quand même... mais c'est un peu comme chez vous. Hein. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé chez Bob. C'était comme assez dramatique par rapport au canton, par rapport à l'image de l'entreprise. Et on a dit on peut pas se permettre de faire ça à la petite semaine. Et qu'il fallait vraiment du temps pour faire les choses sérieusement et jusqu'au bout. Et alors,
on n'a pas eu besoin de négocier tant que ça, en fait. On a expliqué réellement ce qu'on allait mettre en place, comment on allait être remplacé, hein. On avait tous des équipes. Moi, j'avais des assistants, hein, des gens qui ont fait mon job, hein. Et puis, on a travaillé quand même en dehors des heures. On en a fait des heures ces temps-là. Les week-ends, on n'en avait plus beaucoup. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on avait décidé d'offrir ça à nos employés aussi, parce que finalement, c'est ça. C'est une histoire de respect, toujours une histoire de respect. C'est comme ça que moi je l'ai vendu à Jean-Pascal Bobst en disant si nos employés, si on veut que nos employés nous respectent, il faut commencer par les respecter. Et pour ça, il faut leur donner du temps. Il faut mettre notre temps à disposition. Et puis il faut être correct, il faut être transparent, il faut être honnête. Il faut pas être gentil. Alors on n'a jamais été gentil en fait. Au début, on était même carrément méchant avec toi. Mais non, mais on n'était pas gentil parce que c'est pas le but non plus. Ça sert à rien. La difficulté, c'est que vous n'êtes pas encore dans un processus déclaré. Nous étions allés voir les autorités pour dire voilà, on est dans la mistoufle, il va falloir qu'on mette en place un plan, voilà nos intentions. Et de notre côté, c'est vrai que nous avions pris l'option d'organiser nos groupes de travail avec nos cadres qui nous ont amené ce qu'ils nous ont amené, et puis on a accepté la démarche d'UNIA, accompagnée de la commission du personnel. On a oublié de dire qu'on avait une commission du personnel qui était bien organisée, qui était bien présente, et ils ont vraiment créé un partenariat ensemble très fort. Et on s'est dit, avec ces deux visions, à un moment donné, on va les réunir et on verra bien ce que ça donne. En ayant mis effectivement la cible des 350 postes, plus nous on devait ramener la société à l'équilibre et on faisait passer 120 millions de pertes. Hein. C'était 50 millions qu'il fallait mettre. Mais les 50 millions, c'était pas en licenciant les 350 personnes. Donc voilà. Je veux dire, la différence entre votre situation et la nôtre, c'est que les choses étaient annoncées. Il y avait une procédure qui était une procédure légale, formelle, qui était lancée. Là, ça a l'air d'être un petit peu une phase comme ça d'attente, hein, donc c'est difficile. En fait, notre implication et le temps qu'on a passé tous les deux, on était trois en fait, à réellement être. Il y avait encore le directeur financier qui était avec nous, où on a vraiment dégagé tout notre temps. Ça a permis d'accompagner ces équipes, de préparer aussi malheureusement le plan social derrière. Mais la réduction en fait du nombre d'employés touchés nous a permis aussi d'investir ces sommes d'argent dégagées pour un plan de retraite qui était encore plus performant. Et puis ce qui aurait pu être conflictuel n'était pas du tout finalement. C'était nos employés, hein, c'est des gens qu'on appréciait, donc on n'avait rien contre eux, bien au contraire. Donc on a participé de temps en temps à leurs discussions. Jusqu'à obtenir ce fameux document que tu as amené, visiblement. Alors, ça, c'était un des groupes. Il y avait 4 groupes constitués que nous avions fait. Un groupe qui parlait de l'avenir, un groupe qui parlait de l'organisation de l'entreprise, où je vous l'ai dit l'autre jour, on essaie de considérer, à ce moment-là, on se la pète un peu, nous sommes les patrons de cette boîte, et on leur fait une proposition de... Si nous étions à leur place, qu'est-ce qu'on ferait? C'est un peu ça la position qu'on essaie de se mettre, quand bien même on sait qu'à la fin on n'est pas patron, mais on essaye. C'est un bon moment pour les salariés. Et puis ça, c'était un groupe qui se penchait sur l'avenir. Avec ces propositions qui sont faites, finalement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on voit la suite? Et puis, ils avaient parlé de faire des cartes de visite à l'intérieur, ça faisait des économies. Tout était passé en revue de A à Z. Plus d'informations. Ils avaient estimé qu'il fallait être plus informé, etc. Mais que ça avait aussi un sens et que ça pouvait ramener une économie de 108 000 francs ici. Les frais de voyage, l'économat, la documentation électronique, définition des priorités aussi, ils avaient passé en revue. Mettre des affiches publicitaires, utiliser des surfaces de chez Bobst qu'on peut sous-louer, ça rapporte de l'argent. Voilà, je ne vais peut-être pas passer tout en vue, mais pour vous donner une idée, chaque groupe de travail avait donc fait ses appréciations. Donc il y avait un groupe infrastructure, un groupe organisation et un groupe qui concernait plutôt la production. Ça, c'était la présentation qu'on faisait à la direction. Et à la direction, c'est des mots particuliers parce que là, ce n'est pas le syndicat qui présente. Nous, on n'est pas des techniciens. Quand on vous disait c'est vous, les salariés, qui construisez vos propositions, c'est véritablement ça. C'est que, évidemment, moi, si j'allais dire à Pierre Muller à ce moment-là, oui, il faut faire ça, sans pouvoir techniquement l'expliquer, ça ne sert à rien. C'est les salariés. Et chaque fois, ça doit être détaillé.
Ça, c'est le résumé, mais à côté, il recevait un dossier, évidemment. Ça, c'est un résumé, c'est une présentation, mais après, on a transmis à la direction les chiffres pour qu'ils puissent vérifier. Donc, si eux, ils nous donnaient des chiffres qui étaient faux, ça, c'est essentiel. Si la direction ne jouait pas le jeu, elle nous donne des chiffres qui sont faux, nos hypothèses sont fausses. Mais la direction, quand elle fait ça, j'ai vécu ça dans quelques entreprises, elle se retrouve dans une sacrée mauvaise position. Parce qu'à la fin, ils devaient, eux, nous retourner leurs réponses. Et s'ils nous disent, à la fin de retour, j'accepte pas ce point-là, puis qu'ils nous mettent en avant, oui, mais vos chiffres sont, c'est les leurs. Et là, on n'a pas eu ce cas de figure. C'est-à-dire que quand ils sont venus nous retourner, évidemment que là-dessus, il y a des points qu'ils ont acceptés. Ils ont dit, ça, on peut mettre en œuvre. Il y a des points qui nous ont dit, c'est possible, mais plus tard, donc ça ne va pas rentrer en compte maintenant. Puis il y a des points, vous rigolez, ça, c'est pas possible de mettre en œuvre, ça ne correspond pas. On n'a jamais rigolé. Hein. On a expliqué. On n'a jamais rigolé. Donc, vous voyez, ici, on mettait à la fin création de 2 équivalents plein temps. On avait même fait des propositions de créer des places de travail. Quand une direction propose de licencier, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je me souviens encore François Gabella, qui est un directeur aussi que je respecte énormément chez TESA, on lui avait dit, vous licenciez, mais nous, on vous propose qu'en engageant un acheteur, vous enlevez 5 personnes de la liste. Un acheteur permet de faire 500 000 francs d'économie, 100 000 francs une place de travail. Je me souviens qu'on a eu cette discussion. Il faut fixer un petit peu des règles. Et la règle qu'on avait eue, parfois, dans une entreprise, c'est 8 autres 1000, d'autres fois, c'est 100 000, d'autres fois, chez Novartis, c'était peut-être plus élevé, mais nous, on avait à peu près fixé aux alentours de 100 000. Il m'avait dit, Pierre Muller, vous trouvez 100 000 francs, alors je n'ai pas de raison de licencier une personne. On va économiser, on va s'éviter un licenciement. Mais à vous de nous démontrer que vous êtes capable de les obtenir. Ce qu'on a aussi fait, parce que tu parlais des chiffres, ce qu'on avait décidé dès le départ, c'est la transparence totale. Donc les chiffres que nos employés de ces groupes de travail ont reçus, c'est les vrais chiffres, pas trafiqués du tout. Des vrais rapports d'années, de mois, enfin des vraies analyses totalement transparentes. Évidemment, pas le droit de les photocopier, pas le droit de les sortir de l'entreprise, évidemment, parce que c'était des chiffres quand même sensibles pour certains. Mais le syndicat, y compris toi, tu as reçu l'ensemble de la situation de cette entreprise. On n'a rien caché du tout. Mais encore une fois, il n'y a pas de raison de le faire. Et je pense que vous n'êtes pas obligé de me croire parce qu'on est dans le mauvais camp quand on est en train de discuter comme ça. Mais on n'a aucun intérêt. L'entreprise n'a aucun intérêt à ce que ça ne marche pas. Derrière, ça doit fonctionner. Si vous avez décidé de fermer l'entreprise et puis de réaliser votre capital, alors ça, c'est autre chose. Mais ce n'était pas le but. Donc, si on veut poursuivre l'activité, on n'a juste pas le choix. On ne peut pas se moquer de nos employés. Il n'y a pas de lutte s'il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas de raison d'avoir d'adversaire. Nous, simplement, on ne savait pas ou on n'a pas pensé que c'était possible d'avoir ce genre de démarche. Sinon, pourquoi on ne l'aurait pas fait? Je veux dire, on a fait ça avec nos cadres, on a fait ça avec notre encadrement en pensant légitimement que nos cadres avaient l'entier de la connaissance, et ce qui était un peu stupide, parce que visiblement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, mais on ne le savait juste pas, et c'est ça qui est important. À la fin, on avait estimé à 350 le nombre de postes que nous devions supprimer. Et je crois de tête que c'était 220 à la fin. Alors non, à la fin ça a été 260, mais sur les 260, il n'y a eu que 120 licenciements. Voilà. Quand on était parti à 350 licenciements, on est descendu à 120. Une partie des suppressions de postes se sont faites aussi par des mises à la retraite. Donc il y a eu une négociation en parallèle avec un autre membre éminent d'UNIA pour mettre en place un plan de pré-retraite. Et puis, ce qu'on a aussi négocié après, parce finalement, il y a tout le travail qui se fait pour diminuer, si vous me passez l'expression, les dégâts. Puis ensuite, il y a le plan social, c'est l'accompagnement finalement de la décision finale, de ce qu'on a décidé de faire en termes de suppression. Et là, donc, il y a effectivement 160 personnes qui sont parties en pré-retraite avec des conditions que je pourrais tout à l'heure vous dire de tête. C'est des très bonnes conditions. Et puis, pour ceux qui devaient quitter l'entreprise et qui avaient des licenciements, on a fait 2 mesures principales. La première, ça a été la mise en place d'un bureau de placement. Donc,
on a décidé que nous, entreprises, nous allions nous-mêmes nous occuper d'essayer de replacer nos collaborateurs dans d'autres entreprises. Et sur les 120, je ne me trompe pas trop parce que ça remonte, mais sur les 120, nous avons placé 80 personnes dans d'autres entreprises. Je peux vous donner un exemple. Je suis moi-même allé dans une société qui fait la coiffe de fusée, la fusée Ariane du côté d'Aigle, amener 2 ingénieurs dans ma voiture qui avaient 30 ans de service chez Bob's, qui n'avaient jamais dû faire ni un CV, ni faire un entretien d'embauche. J'ai été faire l'entretien d'embauche avec eux à mes côtés, avec le directeur général de cette entreprise pour leur vendre mes 2 collègues qui étaient avec moi. Donc on a fait des trucs assez poussés. Et donc effectivement, on a eu à la fin 40 personnes pour lesquelles malheureusement on n'a pas trouvé de solution, qu'on a perdu de vue. Et puis ça me fait dire aussi que nous avions alors fait un plan social qui était très responsable, j'aime bien ce terme-là, puisque nous avions aussi dit que pour toute personne qui arriverait en fin de droit chômage, en fin de délai cadre sans avoir de job, que nous étions prêts. Alors bien évidemment, si l'entreprise n'était pas encore en train de faire des déficits et autres, mais c'est une clause du plan social, nous étions prêts à les rengager pour 6 mois renouvelables une fois, en fait pousser à 12 mois, puis renouveler si on veut un droit chômage. Si on l'a fait, c'est qu'on était tous d'accord et qu'on a une direction qui a dit « Ok, on est responsable jusqu'au bout ». Et puis, voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est ces 80 personnes qu'on a recasées en faisant des téléphones, en appelant des entreprises. J'en ai fait une partie, Pierre-Yves en a fait une partie, d'autres cadres ont fait jouer leurs relations à travers la Suisse romande. Et on a casé des gens à peu près partout dans l'arc lémanique. Malheureusement, une quarantaine ont disparu. On ne sait pas s'ils ont trouvé du boulot ou pas. En tout cas, ce n'est pas nous qui les avons repositionnés. Puis pour le plan de pré-retraite, nous avions à la fois proposé financer un pont AVS qui représentait, si la mémoire est bonne, 80% d'une rente simple AVS. Et puis nous avions financé l'équivalent des avoirs LPP que les personnes qui étaient licenciées, je crois que c'était 62 ou 63, la capitalisation qu'ils auraient faite sur les 2 ou 3 ans qui leur restaient, nous avons financé 40% de cette capitalisation. Donc, ce qui fait qu'à la fin, ils perdaient très peu. Voilà. On n'a pas découvert une poche d'économie. On a découvert beaucoup de petites économies, un EPT par-ci, 50 000 francs par-là. Mais le déclic s'est plutôt produit dans le sens que on ne s'était pas imaginé que, y compris en travaillant comme ça, on arriverait à dégager des petites sommes. Mais au fur et à mesure de ces petites sommes, ça commence à faire des montants. Et on est assez humain quand même. À la base, enfin, j'ose le croire, en tout cas tous les deux. Et nous, chaque fois qu'on avait 100 000 francs d'économie qui arrivaient sur notre bureau, c'était un être humain, une famille qu'on allait soulager d'un drame qui est quand même pas évident. Donc très vite, on s'est dit, mais à la fin, si c'est 3, 4, 5, 10, 15, mais c'est génial. Donc c'est là où le déclic il est apparu. Pour votre... Il y a Bob's, c'était une société, elle l'est toujours d'ailleurs, où on parle des Bobstiens. Hein, c'est une espèce de culture qui est très forte. La moyenne d'ancienneté à l'époque, c'était 18 ans. Donc, vous aviez des cadres qui travaillaient depuis des années avec des collaborateurs. Et je dois dire que lorsqu'on a annoncé aux cadres qu'on partait dans cette démarche, il y a des gars qui sont ressortis, parce que des gars, une majorité d'hommes, hein, excusez-moi. Il y a des gars qui sont ressortis avec l'arme à l'œil. Donc il y avait quand même aussi une prédisposition. Moi, j'ai dû remplacer des cadres, j'ai dû le faire moi-même. Dans les 120 licenciements, il y a des cadres qui m'ont dit, écoute Antonio, moi je ne peux pas y aller. J'ai travaillé 20 ans avec monsieur Untel, je ne peux pas y aller. Et quand vous avez un type de 60 ans quasiment qui vous pleure, qui vous dit « je ne peux pas le faire parce que j'ai partagé la moitié de ma vie avec ce gars », eh ben, c'est là où vous comprenez que quand on a dit « maintenant il faut vous mettre à disposition de vos collègues », ben, ça a été levé, ils sont repartis, ils ont fait le boulot, quoi. Donc peut-être le contexte était peut-être différent.
Mais bon, il y a quand même une différence aussi, hein. Enfin, pas une différence, mais ce qu'on a aussi clairement dit, c'est qu'on n'allait pas restructurer l'entreprise par les employés. On allait restructurer l'entreprise. Si un département ou un secteur devait disparaître, son cadre aussi, hein. Donc le cadre, il était forcément concerné dans une approche telle que celle-ci. Donc on leur a pas donné le choix, déjà, c'est comme ça. Vous faites partie de l'encadrement de cette entreprise. Vous avez autant de responsabilités que nous, enfin, d'avoir une approche constructive jusqu'à la fin, enfin, de tout le processus. Et nous sommes tous concernés, tous. Mais moi y compris, à la limite, ma place, elle était aussi, elle aurait pu être supprimée, hein, ma fonction, peut-être, voilà. Peut-être un élément quand même qui est important de préciser, c'est que quand je me souviens des groupes de travail chez Bobst, les salariés et les groupes de travail, les 40 personnes, ne contestaient pas la stratégie en tant que telle de l'entreprise. On était sur un mode où on devait plus réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire comme alternative, des économies financières sur les infrastructures logistiques qui sont quand même pas à négliger, hein, c'est très important puisqu'on a pu quand même réduire ça, mais c'était pas forcément un désaccord fondamental avec la stratégie. Mais ça, c'est le cas, le désaccord avec la stratégie dans beaucoup d'entreprises. C'est qu'on a, parfois, c'est ce qui est arrivé chez Novartis. Chez Novartis, ils sont repartis du début en disant ce qui nous est proposé comme projet ne correspond pas à ce que nous ferions comme salariés, nous, on veut proposer autre chose. Puis j'aurais dit, allez-y. Si vous êtes capable de faire des propositions intelligentes, crédibles, chiffrées, qui sont des propositions que la direction, le conseil d'administration peut entendre et qui va par ailleurs permettre de répondre en partie aux difficultés de l'entreprise ou aux attentes des actionnaires, ou ce qui était le cas chez Novartis, alors foncez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans plusieurs entreprises, Mike le dira aussi dans un exemple, les salariés sont partis dans une direction complètement différente de la direction. C'est un espace que vous devez utiliser si c'est nécessaire et utile de le faire. C'est pour ça qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, on l'analyse, on évalue la situation et puis on se dit, nous, au fond, qu'est-ce qu'on ferait ? Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se mettre, je dis, dans ces conditions-là, de se dire, mais qu'est-ce que nous, salariés, cadres de l'entreprise, hein, parce qu'il faut les inclure avec, nous ferions comme proposition à leur place. Et après, charge à eux, hein, dans la deuxième étape, de le faire. Et puis un autre élément que je pense important à dire aussi, c'est que là, c'était le cas, on a parlé de choses qui allaient bien, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas bien fonctionné, c'est quand on a des éléments perturbateurs au milieu. Ici, nous avions un élément perturbateur, je me permets de le dire, parce qu'on a aussi une convention collective avec Suisse même, qui est venu passablement perturber nos humeurs respectives, qui nous a ajouté du timing qui était absolument intenable, parce qu'on avait une douzaine de jours, et moi je savais qu'on n'y arriverait que très difficilement ou avec des conséquences graves qui étaient imposées parce qu'ils ne voulaient pas faire un précédent pour les autres entreprises. Et chez vous, vous n'avez pas une association patronale comme eux, ils avaient Suisse même, mais vous aurez certainement à faire, parce que comme ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire, et je m'adresse à Gilles Marchand, s'il doit m'entendre et qui regarde cette caméra, s'il veut beaucoup d'emmerdes, il s'adresse à des avocats et des consultants plutôt que de le faire en famille dans l'entreprise avec des salariés. Parce que ça arrive à chaque fois, quand on a ces éléments perturbateurs autour, ça crispe les fronts, ça permet de faire beaucoup moins de manière j'ose dire en famille, le travail, dans un esprit constructif et serein, d'avoir ces éléments-là. Et puis le dernier point, parce que là vous avez eu un exemple d'un manager, et je ne sais pas si Gilles Marchand va faire cet exercice d'aller faire, comme a fait Antonio Racciati, retrouver du travail, et j'atteste que c'est vrai, ils ont fait un boulot considérable, eux, à l'intérieur de l'entreprise, pour replacer les gens, mais ils avaient un réseau dans l'industrie, ce qui est moins le cas chez vous. Vous aurez affaire à probablement des entreprises d'outplacement. Et alors là, le deuxième message que je donnerai à Gilles Marchand, c'est que juste vous oubliez les propositions des avocats et des consultants qui vont vous faire des belles propositions, mais en vue de toucher un royalty et des vacances aux Caraïbes, et non pas de s'inquiéter si les travailleurs vont faire, et vous vous adressez aux partenaires sociaux, vous adressez à nous, parce qu'on connaît les employeurs et les entreprises par les ORP, je suis dans la commission cantonale, qui savent à la fin accompagner les salariés à des solutions pour retrouver des places de travail. Donc inutile d'aller chercher et de payer des consultants pour faire ça, vous vous adressez à votre syndicat, le SSM, on collaborera avec eux, on regardera celles qui pourront retrouver du travail pour les salariés, mais ça, c'est cet argent-là, plutôt que de les mettre aux consultants, vous les donnez dans le plan social pour les salariés. Comme ça, vous aurez d'entrée de jeu évité des problèmes. Je
suis à disposition du SSM s'ils veulent savoir ceux qui ont bien réellement accompagné les salariés et ceux qui ont fait du grand n'importe quoi. Parce que c'est le cas dans les entreprises et on les connaît, ces gens-là. Ils ont tous des grands noms internationaux de consultants, mais pour trouver le tissu local pour accompagner les gens, vous oubliez. Parce que cela, c'est pas du tout d'avoir le logo de la meilleure entreprise d'outplacement qui est un gage. C'est des gens qui, concrètement, sur le terrain, vont aller faire ce qu'il a fait Antonio. Parce que moi, je sais ceux qui vont accompagner les gens jusqu'au bout, qui vont suivre les gens au bout de 2 ans quand ils n'auront pas retrouvé du travail. Et ça, ce sera dans la deuxième étape essentielle. Si Gilles Marchand et la direction veulent rendre service à leurs salariés, alors ils le font comme ça. S'ils le font autrement, eh bien, voilà, ils auront des risques. Je tenais aussi à préciser que cet accompagnement, on l'a fait parce qu'on y croyait, parce que voilà, la notion de responsabilité, elle était dans nos esprits et j'allais dire dans nos cœurs. Mais aussi, Pierre-Yves l'a dit, après cet événement, il faut que l'entreprise continue. Et vous continuez avec des collaborateurs, et ces collaborateurs-là vous considéreront selon la manière dont vous avez su traiter et accompagner ceux qui ont dû partir. Et pour nous, c'était essentiel de faire ce lien. On a fait de la communication aussi par après, en disant il faut qu'on dise comment ça se passe en termes de résultats d'insertion, de résultats de placement. On a fait à 6 mois un point de situation. Après, on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on passe à autre chose et puis qu'on laisse cet événement dans son passé, là où il devait être. Mais on a quand même fait un suivi, de sorte à ce que les collaborateurs se disent pas, ben voilà, on les a éjectés, puis on pense plus à eux. Et ça, c'était important pour nous par rapport à la suite. Je rejoins ce que dit Yves. Effectivement, on a eu une aide de l'externe qui s'est avérée à un moment donné nous poser quelques problèmes parce qu'elle tenait absolument pas compte de la culture d'entreprise et puis du fait qu'on maîtrisait aussi très bien les aspects juridiques, il n'y avait pas besoin de nous apprendre grand-chose là-dessus. Et bref, donc cette personne effectivement nous a accompagnés, mais est devenue muette à un moment donné. On lui a demandé de ne plus intervenir. Donc voilà, pour vous dire qu'à un moment donné, il faut viser la discussion en interne, parce qu'en interne, on sait ce qu'on a à faire. On est au moins d'accord sur ce point-là. Si vous êtes d'accord, je pense que c'est important de passer et puis de laisser de l'espace aussi à Mike Nista. Je vais peut-être faire une petite introduction. Sapal est une entreprise mythique et je pense que Sapal a été le tournant syndical de ce type de proposition qu'on vient de vous faire sur le mode des groupes de travail. Donc Mike Nista ici est véritablement parmi les personnes qui ont été les précurseurs de faire ce type d'opération-là, de mettre en place ces groupes de travail, de faire ces propositions au niveau syndical, parce qu'on avait, c'est vrai, un mode assez simpliste au niveau syndical. On disait, bon voilà, il y a des dissociements, on mobilise, on fait un rapport de force et on négocie. Mais avec peu finalement d'arguments et d'outils derrière. Et avec le recul, avec ce que je pratiquais avant d'avoir pratiqué pour la première qu'on a fait dans le canton, c'est Sapal, donc c'est historique en 2000, la première fois, eh bien, c'est véritablement à partir de là qu'on a mis en place, qu'on a structuré ces modes qui vous sont proposés ici et qui, par la suite, ont vraiment bien fonctionné. Donc vraiment, vous avez devant vous une des personnes qui est précieuse. Et puis à part ça, je pense pouvoir le dire, clairement que pour moi, je pense qu'il fait partie parmi des héros, vraiment des personnes héroïques au niveau salarié parce qu'il a su résister à plusieurs directions. Il y a plus de directeurs qui ont sauté après le passage de Mike Nista que tenu dans l'entreprise, mais lui, il résiste toujours. Donc, il fait partie pour nous, au niveau syndical, de nos héros. Il y en a quand même dans le canton, je tiens à le dire. Et puis des personnes qui ont de l'expérience, parce que c'est ça, au fond, que vous avez besoin. Au-delà du côté théorique, il y a besoin de personnes qui ont vécu, qui ont de l'expérience et qui savent ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Et voilà, je te passe la parole, Mike, à toi. Merci. Je crois qu'il n'y a personne qui peut arriver ici devant vous et vous dire ce qu'il faut faire. Celui qui arrive devant vous et dit voilà, il faut faire ça et ça et ça, je crois que la première chose que vous pouvez faire, c'est le foutre dehors, parce qu'il vous raconte que des conneries. La seule chose qu'on peut faire, c'est de donner des expériences qu'on a fait. Alors moi, effectivement, Bob, je les connais aussi depuis des années, puisque je suis un apprenti de chez Bob's, donc c'est la société qui m'a formé à mon métier. Mais c'est une société qui n'ont pas une direction de gentil. Je crois qu'il y a personne qui est gentil, mais qui ont quand même une vision du partenariat social. On est en Suisse, on discute avec les partenaires. Malheureusement, moi, j'ai eu des patrons qui étaient moins sociaux et moins soucieux de
du partenariat social, puisqu'on a eu une société qui était suisse en 2000, Siguet. Je vais être un de ces gens qui aujourd'hui pratiquement n'existe plus. C'est magnifique, quoi. Ils ont voulu s'agrandir pour pas se faire bouffer, mais réellement ils se sont bouffés tout seuls, quoi. Donc ça, ils arrivent bien aussi à faire. Vous arrivez bien à faire aussi au niveau des directions à s'aborder la société. Et si j'ai affiché ce truc dans vos régions, c'est la SAPA, la Blanc, c'est fini. Donc ça fait un titre d'il y a plus de 18 ans maintenant. Et ben c'est toujours pas fini, quoi. Donc c'est toujours pas fini. Et effectivement, si vous voyez ici en haut, il y a la direction générale de SIG à Schaffhouse qui était venue nous annoncer en gros un joli petit massacre de la société. Effectivement, c'était rapatrié à moitié à Schaffhouse. Le centre d'apprentissage, tous en forme des apprentis depuis toujours, était arrêté. La vente était finie. Là, le développement était terminé. Donc c'était un joli, magnifique. Et effectivement, tout comme vous, ça faisait un an qu'on entendait des bruits qui circulaient, quoi. Mais il n'y avait rien qui venait. Il n'y avait rien qui venait vraiment pour nous dire, voilà, il y a tant de millions d'économies, où il y a des stratégies avec des boules de cristal, où on sait qu'il faut faire ça. Il n'y avait rien, mais simplement, il y avait des choses qui étaient quand même un peu bizarres. Ils arrêtaient certains développements, ils nous empêchaient de faire certaines choses. Et donc, on a eu la chance, je pense qu'on a eu la chance de s'organiser avant. De commencer à dire, maintenant, s'ils veulent nous saborder, ça va pas se passer comme ça. On est beau être en Suisse, on a beau être des gentils travailleurs, avec des lois qui nous protègent énormément, ça va rien du tout. On a aussi la capacité de foutre la merde, quoi. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qu'il faut aussi dire. À certains moments, si on veut être crédible, si on veut pouvoir discuter, on peut pouvoir amener des solutions, il faut aussi pouvoir faire un peu que la direction ait un peu la trouille. Pourquoi ils vous écouteraient? Pourquoi ils vous écouteraient? Vous êtes des bons ingénieurs, vous êtes des bons travailleurs, mais à certains moments, la stratégie de l'entreprise, c'est pas le concierge ou le monteur qui va la faire. Il y a quand même des gens qui sont payés, des gens qui sont formés pour faire ça. Eh bien, oui, mais pas toujours. Malheureusement, pas toujours. C'est que n'importe qui peut avoir des bonnes idées. Quand ils sont venus nous annoncer, c'était, comme il avait dit Yves au début, c'était effectivement les statuts de pierre. Quand on vous annonce un plan de restructuration, une destruction massive de l'emploi, la fermeture d'une entreprise qui avait pratiquement 100 ans d'existence, forcément, la première chose que vous faites, c'est pas dire ah, attendez, j'ai une idée, on va discuter. C'est qu'est-ce qui se passe, quoi. Et pour démarrer un peu, c'est qu'effectivement, à l'époque, j'avais commencé à poser la première question, puisque j'étais déjà dans la commission du personnel, au barbu qui était là. Et j'ai posé la question là, j'ai reposé une deuxième question, une troisième question. J'ai dit, bon, mais s'il n'y a personne qui bouge, ça va être difficile de le garder encore ici. Et pour finir, ça a commencé. Il y a quelqu'un qui a posé une question, un deuxième, 10, 15, 20, 100. Ça démarrait complètement. Et le problème, c'est qu'ils ne répondaient à rien. Parce qu'ils sont quand même surpris que des simples employés peuvent poser des questions quand même. On a décidé, ça c'est la légende urbaine, qui malheureusement est dans la tête de beaucoup de gens, qu'une direction a décidé, on ne peut rien faire. J'ai entendu ça dans toutes les sociétés où j'ai été, notamment chez Novartis aussi, qui me disaient, on ne peut rien faire, c'est décidé à New York. Comment c'est, on ne peut rien faire? On peut toujours faire des choses. Ça ne veut pas dire qu'on gagne, ça ne veut pas dire qu'on arrive à quelque chose, mais même si on n'arrive à rien, c'est-à-dire que vous n'enlevez pas une personne de la liste, vous n'arrivez à rien, au moins vous vous aurez battu. Vous aurez au moins essayé de faire des choses. Je crois que le pire dans la vie, c'est de dire on aurait dû faire ça, et on ne l'a pas fait. Si vous le faites et que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas de solution miracle. S'il y avait une baguette magique, Unia serait un héros, quoi. Il arrive, il vous donne la recette, vous faites le salami avec. Puis c'est magnifique, ça n'existe pas. Chaque société est différente. Vous ne pouvez pas appliquer. Et effectivement, il y a eu Bobst avec des patrons un peu plus respectueux. Moi, j'ai eu affaire aussi à une grande société. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas fait un seul coup en 2000 avec un résultat de destruction massive et au final 0 licenciement.
et plus d'autonomie. Et il y a eu, effectivement, en 2004, la société SIG a vendu le packaging. Bon, je passe les détails au niveau. Il a vendu ça à Bosch, société industrielle mondiale, 400 000 personnes dans le monde. Donc, effectivement, j'avais à l'époque aussi entrepris les démarches avec Bosch pour voir les conditions sociales. Enfin, on essaie de faire notre travail. Et ils avaient une magnifique idée. Donc, 10 ans plus tard, en 2010, donc ça fait plus récent, ils sont arrivés avec une magnifique idée. Mais tiens, ça, on vend à quelqu'un d'autre. Ça, on délocalise en Chine. Ça, on délocalise là, on ferme ici. Et donc, c'était la fin de l'entreprise aussi. Si en 2000, on avait fait un peu de bordel médiatique, journalistes, tous les journalistes étaient présents 24 heures sur 24 chez nous, et tout ça. En 2010, avec Bosch, on a dit, bon, j'ai regardé ce qui se faisait un peu ailleurs, et c'est un groupe qui est tellement puissant que quand vous faites du tapage, il se monte extrêmement dur. Donc on n'est pas obligé de faire un copier-coller, on peut aussi se montrer intelligent et changer un petit peu la stratégie. Donc j'ai dit, bon, si on fait le même coup, on est mort. Donc on a fait, ça a duré un peu plus longtemps que 15 jours. De 2010, ça a duré 2 mois. Ça a duré pendant 2 mois en interne dans l'entreprise, sans parler aux journaux, sans parler à la presse, sans parler à rien. Pendant 2 mois, on a fait des groupes de travail, on a fait des stratégies où on faisait que de travailler sur des projets stratégiques, de structure, de vision, qu'est-ce qu'il faut développer, quel marché il faut attaquer, parce que même des petits travailleurs comme nous, on arrive à avoir des idées pour dire, voilà, ce que vous dites, c'est des conneries. Parce que le problème, c'est que la plupart du temps, on a affaire à des gens qui sont effectivement directeurs de la société Sapal, mais ils n'ont aucun poids. Vous, la société mère, c'était quand même chez vous. Donc vous, la décision, c'était vous pouviez la prendre avec Jean-Pascal. C'est-à-dire que le petit directeur qui est dans la boîte avec 250 employés et puis qui doit téléphoner au millefeuille, comme je l'appelle, parce que dans la structure Bosch, il faut passer par 1000 feuilles pour arriver et chaque fois ça remonte et ça redescend. Et quand il téléphone, même si vous arriviez à le convaincre, cette personne-là, avec le RH, ils sont très convaincus. Quand ils appellent au téléphone en Allemagne, ils disent, écoutez, là, ça ne peut pas aller, on ne va pas faire ça. L'autre, il dit non, puis il raccroche. Alors vous, c'est différent, parce que c'est pas une multinationale, dans le sens qu'il n'y a pas... Les décisions sont quand même prises ici. Chez Bob's, les décisions, donc c'est peut-être plus proche de ce qui s'est fait chez Bob's, même si, effectivement, là, il n'y a pas de marché. Là, comme vous l'avez très bien dit, le budget, il est celui-là. La seule chose qu'il faut, effectivement, avoir en tête, c'est que il n'y a que vous qui pouvez trouver la solution. Il n'y a que vous qui êtes là et les autres personnes qui travaillent ici. Chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Et il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais il y en a qui sont courageux, il y en a qui ont peur. Non, là, celui qui est courageux, c'est pas celui qui n'a pas peur. Celui qui n'a pas peur, il est irresponsable. Celui qui est courageux, c'est celui qui a peur, qui affronte ses peurs. Et même 18 ans après, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a dit c'est pas que moi. Si moi j'étais tout seul à gueuler, on serait mort. C'est parce qu'on a réussi à convaincre. Et on avait l'entier de la boîte qui était derrière nous. Ça, c'était quelque chose qui était très, très fort. Il y avait tout le monde. Ingénieurs, directeurs, enfin, toute la panoplie des personnalités est différente. Et j'ai entendu, vous l'avez dit, oui, mais comment ça se fait qu'on... Mais les gens étaient effectivement, il y a des gens qui ne voulaient pas. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut dans l'entreprise? Moi, je travaille à l'engineering. Moi, ce que je veux, c'est travailler. C'est faire mon boulot. Vous êtes journaliste, vous voulez faire votre boulot de journaliste, vous ne voulez pas les manifester, vous ne voulez pas bloquer l'entreprise. Vous, ce que vous voulez travailler. Mais par contre, quand vous n'avez plus aucune autre possibilité pour vous faire entendre de bloquer, mais on bloque. Mais ça, ce n'est pas votre décision. C'est les conséquences de ce que la direction vous pousse à faire. Mais je pense qu'on a toujours la possibilité je veux dire, nous, on a fait des groupes de travail à multiples reprises. Chaque fois, on a réussi à gagner. Mais à gagner, peut-être qu'un jour, on n'arrivera pas. Peut-être demain, j'arrive dans ma boîte, et on nous annonce la fermeture. On va recommencer. Peut-être ça ne marchera pas, on n'en sait pas. Il faut essayer. Je pense que depuis 18 ans, on s'est battu. Il y a juste une chose qu'il faut dire, c'est que quand on commence à se battre, on se bat tout le temps.
Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont un peu des légendes urbaines en disant... je me rappelle que j'avais été chez Novartis à l'époque. Les gens disaient, non, mais c'est décidé, on ne peut pas se battre. Il faut se concentrer sur le plan social, essayer d'avoir les meilleures conditions. Et j'avais été un peu dur avec eux à l'époque. J'avais dit, on n'est pas des putes. Nous, c'est pas de pognon qu'on veut. C'est les places de travail. Parce que l'argent, oui. Quand vous avez tout fait et qu'il n'y a plus aucune autre solution et que vous arrivez même avec une seule personne qui a perdu sa place de travail, là, oui. Là, oui, il faut regarder comment on peut adoucir des conséquences, à haut placement, donner un peu d'argent, tout ça. Mais tant qu'on peut sauver des places de travail, il n'y a aucun argent qui peut compenser les places de travail. Et si vous avez ça en ligne de mire, c'est 0 licenciement. Après, vous arriverez à ce que vous arriverez. Vous avez personne n'a la science infuse, même pas UNIA. Mais UNIA, effectivement, où les syndicats, ça doit être un outil. Mais sans vous, ils ne font rien. Vous pouvez envoyer les Che Guevara du syndicat devant la porte ici, ils n'arriveront à rien. Il n'y a que vous qui voyez depuis l'intérieur qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les opportunités, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas toucher. Et effectivement, le syndicat peut vous donner une structure, comment travailler, parce qu'ils sont habitués avec des groupes de travail qui sont toujours efficaces, même si les gens, chaque fois qu'on va dans une société où on parle des groupes de travail, ils pensent que c'est un peu de l'abstrait, un groupe de travail. C'est très efficace. Alors effectivement, je vous dis tout de suite, la première semaine, vous avez l'impression de perdre votre temps parce que vous n'avez pas à écrire un mot dessus, mais réellement, il y a des choses qui sont simples. Il y a des choses qui sont très simples, de structure d'entreprise. Voilà, combien de chaises, combien de tables. On a fait généralement des 4 groupes. Il y a un groupe qui est vision stratégique, où on travaille plus un peu sur les prévisions, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez vous diversifier, mais aussi compter les bouts de chandelle. Compter les bouts de chandelle, c'est du boulot. Et une de vos collègues a dit, oui, mais est-ce qu'on peut intégrer dès le moment où la direction veut faire quelque chose? Ça ne marche pas. On a fait 5 fois des groupes de travail dans ma boîte, donc après la première fois, si ça marchait, les autres 4 fois, ils nous ont intégrés tout de suite. Ils ne nous ont jamais intégrés. Ça ne marche pas. Chacun doit faire son chemin, chacun doit faire son travail, et effectivement, à un certain moment, alors si la société est responsable et que les gens ne sont pas complètement abrutis ou complètement mis sous les teignoirs par un millefeuille qui se trouve quelque part dans le monde, ça se passe bien. Et nous, réellement, chaque chiffre, chaque document, on a dû pratiquement l'arracher des mains, quoi. On a dû menacer de bloquer, de fermer, de faire du tapage et tout, pour qu'ils nous donnent simplement des simples documents pour que les gens puissent travailler. Sur les documents, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de les avoir. Et donc, c'est pour ça que ça a duré 2 mois. Parce qu'ils ont mis 1 mois pour nous donner les documents, on ne peut pas travailler. Et quand une direction a travaillé depuis des mois et des mois, à essayer avec ses cadres, à essayer de trouver des stratégies, tout ça, comment on peut demander au personnel en 2 jours ou en 24 heures de trouver des contre-propositions? C'est tout simplement pas possible. Mais les contre-propositions existent. Novartis, ils ont fait aussi des groupes de travail. Au début, ils étaient tous concentrés sur quelle compensation ils pouvaient avoir. Et puis réellement, sauf erreur, je me rappelle bien, ça fait pas si longtemps que ça, il y a eu 0 licenciement derrière. Et c'est ça qu'il faut, quoi. En tout cas, je peux que vous encourager à vous mobiliser. Et je pense on n'est pas en France. On ne va pas brûler les pneus, déchirer tout ça. On est intelligent, si on peut travailler, on peut trouver des solutions. Chez Bob, ils l'ont prouvé. Chez Novartis, ils l'ont prouvé. Chez nous, on l'a prouvé partout. Même si ça ne donne rien. Même si vous avez à rien faire, parce que tout a été pensé de manière maître d'œuvre, et ils vous ont pondu quelque chose d'extraordinaire, que vous arrivez absolument à rien faire, vous aurez au moins essayé. Et vous ne pourrez rien vous reprocher. Et ça, c'est un message que vous pouvez faire passer à vos collègues. On peut toujours essayer. Ça ne marche pas toujours, mais ça marche. Merci encore à tous et bon courage. Encore une fois, hein, ce qu'on a vu ici, c'est pas votre situation, c'est jamais, ça je voulais vous dire, c'est jamais de toute façon la même situation. Chaque entreprise, chaque entité, ça vous devez le retenir, est différente. Retenez simplement que c'est possible.
soyez vigilants, organisez-vous. Organisez-vous, je rappelle, je l'ai dit aux collègues à Lausanne la dernière fois. La seule chose que vous avez à faire aujourd'hui, c'est d'essayer chacun au fond de vous dire est-ce que je suis prêt à m'investir pour faire cet exercice. Déjà, vous aurez fait un gros pas. D'essayer de vous dire et d'identifier qui peut avoir une utilité là-dedans pour être en première ligne dans les groupes de travail, qui va être en deuxième ligne, qui va vouloir s'organiser pour aller négocier avec le syndicat de manière organisée, sur 2 sites probablement, ce qui est aussi compliqué comme on a dû le faire chez Renault. Donc ça, ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment très bien. Continuez à vous imprégner de ça, et puis ça va déclencher probablement chez vous, pour un certain nombre d'entre vous, la volonté de se mettre en avant pour faire ces groupes de travail. Est-ce que je peux vous dire, mais je ne sais pas s'il le confirmera Pierre Muller ou Antonio Racciati, c'est que moi, en tout cas, de toutes les entreprises où ces personnes ont participé avec au groupe de travail, où ils sont à ce moment précis de la consultation mis en évidence et mis en avant aussi, pour s'investir dans cet exercice de groupe de travail, personne, je vous le dis, personne n'a été licencié à cause de ça. Bien au contraire. En général, c'est des personnes qui ont été identifiées par la direction plutôt comme des personnes qui sont constructives, qui ont eu envie de contribuer à leur direction, à leur entité, à leur entreprise, et c'est plutôt bien perçu. Donc ça s'est toujours très bien soldé, et ils ont plutôt été respectés par leur direction que considérés comme des syndicalistes. Les cadres qui ont participé à la première étape, dont parlait Pierre Muller de la direction, et qui ont participé aussi à la deuxième étape, n'ont eu aucun problème ni à s'intégrer dans les groupes de travail des collaborateurs, ni d'ailleurs à faire le lien entre les deux, et parce que c'était même des fois un avantage d'avoir disons, eu un certain nombre de chiffres. Dans les directions comme chez Mike, où ils n'avaient pas obtenu les chiffres, là, ils les avaient. Chez Novartis, quand on avait la peine d'obtenir les chiffres, ceux qui avaient participé aussi à ces groupes avant, ils avaient déjà la vision. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller stigmatiser les personnes, en tout cas pas qui participent aujourd'hui. Ce n'est pas le moment, en tout cas, de s'en préoccuper de ça. Et dans le deuxième temps, de voir s'ils veulent contribuer sur cette étape-là. On n'est pas dans une affaire d'espionnage. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans, parce qu'il faudra que votre rapport, ce que vous aurez donné, ou transmis, ce que vous allez transmettre après pour éviter les places de travail, tienne la route. Et là, vous aurez besoin de toutes les bonnes volontés. Je pense que c'est la phase de construction d'un rapport détaillé qui sera transmis au département de l'économie. Et je vous l'ai montré tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps de le lire, le rapport qui est fait après, mais c'est volontiers qu'on peut le laisser ici puis que vous puissiez le lire. C'est assez intéressant. Vous allez lire ce qu'ont vécu les collègues de chez Bob, c'était ce qu'ils ont pensé. Pierre Muller, ils ne l'ont pas vu, donc vous pourrez le lire aussi après. Ce que nous avions, pensé à ce moment-là de cette restructuration. Et ça vous donne toutes les étapes et que véritablement le canton a eu en face un retour de tout ce travail de construction et d'argumentation. Voilà. À partir de maintenant, je pense que c'est tout à fait possible de discuter stratégie ou d'avoir des questions qui sont en lien avec la RTS, à tous les intervenants que je tiens à remercier. Je voulais juste encore préciser une chose, parce que Antonio Racciati ne l'a pas dit, mais il va démarrer un livre qui traite de ce partenariat social et qui veut démarrer prochainement. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça va partir, mais il essaye de trouver des participants effectivement pour discuter de ce dialogue social. On a entendu des expériences dans l'industrie, ce qui n'est pas notre cas. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous travaillez pour la fonction publique, le service public, ce qui ressemble plus à ce qu'on vit. Par rapport à votre manière de fonctionner, est-ce que vous y voyez une différence ? Est-ce que le choix d'aller vers la fonction publique, c'est un choix ou c'est une opportunité du hasard ? Et puis ensuite, j'aimerais avoir votre impression sur les modes de management. Est-ce qu'au moment de la consultation du personnel, ces méthodes de management qui arrivent clé en main, est-ce que vous les avez laissées un peu à côté ou est-ce que vous avez continué à les utiliser ? Alors, c'est de mon expérience. Donc, voilà, je ne suis pas forcément un puits de science, mais aucune de ces méthodes-là est la méthode pour une entreprise. Il y a du bon dans chacune d'entre elles. C'est bien de s'en inspirer. C'est un massacre de l'appliquer dans une entreprise. Aucune de ces méthodes-là n'est applicable. Chaque entreprise est une autre entreprise. Donc, celui qui écrit un livre en se disant le lean management, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça,
il a été dans quelle entreprise faire ça? Parce que enfin, chaque entreprise est spéciale, est différente. Donc oui, il y a des approches, il y a des idées qu'il faut prendre et qui sont bonnes à prendre. Euh, mais je pense que la meilleure méthode pour gérer une entreprise, ben, c'est encore une fois mon point de vue, hein, c'est le changement. Il faut tout le temps changer, il faut tout le temps s'adapter. Il faut faire du changement la chose la plus stable de l'entreprise. Il faut changer tous les jours, il faut s'adapter, il faut vivre en contact avec l'extérieur et s'adapter. Et quand on commence à s'adapter gentiment, on n'a plus besoin de s'adapter une fois brutalement. Parce qu'on s'adapte gentiment et on se transforme avec l'environnement. Donc voilà, ça c'est pour les méthodes de management. Donc je ne pense pas qu'une méthode de management soit une bonne méthode de management. Toutes les méthodes sont bonnes, mais pour autant qu'on ne les applique pas. Voilà. Bon, pour la fonction publique, c'est un choix. Alors lui, il parlera pour lui, mais pour moi, c'est un choix. Moi, c'est lui qui m'a fait venir au CHUV. Mais ma première réaction, c'est de dire, t'es pas bien, toi. Moi, je suis dans l'industrie. Qu'est-ce que je vais faire dans un hôpital? Mais enfin, j'y suis venu quand même parce que je lui fais confiance. Non, c'est pas différent de l'industrie. En fait, c'est pas différent. Là, on a une entreprise, c'est avant tout des employés. Et le CHU, bon, on est 13 000, donc à peu près, hein, c'est juste. Hein. Donc c'est vraiment une entreprise. Donc on a des employés, donc ça change rien. On a des structures, on a des encadrements, on a de la direction, c'est une entreprise normale. Et du moment qu'on doit la faire vivre à travers des employés, c'est une entreprise, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. Juste une précision, c'est vrai, je rejoins ce que tu as dit. Il n'y a pas tous ces bouquins qui parlent de management, etc. Avec l'expérience, je parle à titre personnel, c'est vrai que ça me fait un peu rire. Le bouquin qu'on va faire, c'est juste tout simplement exprimer des expériences et puis pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire ou c'est comme si, mais simplement dire voilà, il y a des exemples qui ont marché et puis il faut les prendre en tant que tels, comme une expérience. Au CHUV, on a fait une chose. Effectivement, on a mis en place une formation pour les cadres dans laquelle on apprend aux cadres à comprendre comment fonctionne l'institution, à découvrir les chiffres. Je pense que tout le monde doit maîtriser les chiffres et comme ça, au moins, on sait tous de quoi on parle. Et puis, on a amené ce qu'on a, c'est un peu le terme, un peu tarte à la crème, le management bienveillant. Mais en fait, chez nous, il se résume à l'éducation. Faire preuve de civilité. Et puis l'éducation, là-dedans, vous mettez tout. Hein. Considérer l'autre, être à l'écoute, dire bonjour, dire merci, laisser l'autre parler, etc. Et moi, alors c'est vrai que ça commence à faire un peu le buzz, le fait qu'on ait mis en place cette formation. Je suis allé intervenir à plusieurs endroits. Puis les gens me demandent, mais vous faites comment? C'est quoi comme outil? Ils attendent à ce qu'on sorte un machin avec 36 000 dimensions. Puis je dis non, mais il faut juste être éduqué. Vous avez appris l'éducation. Moi, ma maman, mon papa m'ont éduqué à être respectueux, etc. Je dis, en tant que cadre, mais en tant que collaborateur, c'est la base de tout. Donc, oui, il y a peut-être une méthode, c'est ça, c'est l'éducation. Voilà. Mais voilà. Puis le choix de la fonction publique, alors c'est vrai que moi, avant l'industrie, j'étais passé par la fonction publique et puis je m'étais dit qu'un jour, j'allais retourner dans ce grand hôpital et j'y suis retourné parce que voilà, j'avais l'opportunité. Et c'est une entreprise, alors quand même quelques particularités, parce que nos collaborateurs soignent des personnes, et puis la relation à la personne, c'est un élément fondamental du fonctionnement de l'hôpital. Et c'est pas comme dans une industrie où vous dites, voilà, il faut fabriquer tant de pièces parce qu'il faut qu'on fasse la marge. Chez nous, la relation et l'interaction avec le patient, c'est pas des choses mesurables, c'est pas des choses quantifiables. C'est pas des choses qu'on peut comme ça facilement transformer en francs. Et ça, c'est des éléments qu'on doit tenir compte de notre manière de conduire nos collaborateurs, de les amener à se développer et puis à bien vivre dans l'institution. Mais vous connaissez les HUG, c'est magnifique. Donc HUG, CHUV, c'est le même combat. Voilà.
Si la RTS la SSR devait décider de ne pas annoncer de plan collectif de licenciement, mais qu'elle décide d'adopter la méthode Nestlé, qui licencie depuis des mois et des mois et des mois et des mois, mais n'a jamais annoncé un plan, qu'est-ce qu'on peut faire s'il commence à saucissonner à partir du mois de septembre jusque dans 2 ans? Est-ce qu'on peut quand même... Est-ce qu'on a des droits, en fait? Bon, s'ils décident de faire ce genre d'exercice, c'est qu'à mon avis, ils sont très mal conseillés par ces fameux cabinets d'avocats dont je vous ai parlé. Ça devient un peu tabou, mais c'est malheureusement une méthodologie qui est mise en place par un certain nombre de cabinets d'avocats dont j'ai déjà parlé ici, qui est un véritable scandale, dont l'objectif unique est de détourner les dispositions légales à son maximum. Et donc, ils rentrent dans une zone extrêmement dangereuse pour eux, la direction, où ils auront une volonté de ne plus respecter la bonne foi du Code des obligations. On est quand même en Suisse, il y a un partenariat, il y a la bonne foi du Code des obligations. Et donc, nul doute que la SSM, s'ils apprennent qu'il y a quelques personnes qui se font maintenant licencier à partir de maintenant très régulièrement, vont le savoir. Et ils s'engagent alors dans un bras de fer. C'est-à-dire que s'ils font ce genre d'expérience ici, qui sont parfois proposés par ces cabinets d'avocats, alors très vite dans les milieux syndicaux, ça va se savoir, je vous l'ai dit. S'il y a une chose qu'on déteste, c'est la mauvaise foi, c'est le mensonge, c'est d'essayer de se payer la tête des salariés, et nul doute que Valérie, qui est présente à l'Union syndicale vaudoise, la CGAS avec mon camarade Joël Varon à Genève, l'entier des syndicats, parce qu'on vous l'a dit, il n'y aura pas que la SSM, c'est eux qui vont s'occuper de l'affaire, mais les syndicats, on en fait un enjeu démocratique de ce qui vous arrive. Ce n'est pas pour rien qu'on est ici. J'ai toujours déclaré mes intentions. Ce n'est pas l'intention de replacer la SSM parce que c'est leur rôle. Mais nous avons, vis-à-vis de ce qui se passe dans cette maison et à Lausanne, un regard extrêmement fort parce qu'on a derrière des enjeux démocratiques et aussi des enjeux syndicaux. Alors s'ils s'engagent dans cette voie-là, moi je le dis clairement, et pour me regarder, Gilles Marchand, il n'aura pas seulement affaire à la SSM, il aura affaire à tous les syndicats, et nul doute qu'il y aura une mobilisation qui ira bien au-delà des syndicats, mais aussi de la population, parce que ça s'appelle la mauvaise foi, ça s'appelle essayer de contourner les dispositions légales, et puis si ça remplit les caisses de ces cabinets d'avocats malveillants, derrière, ça fait des dégâts au niveau du contribuable que je suis, parce que vous êtes quand même payé aussi en partie de la population suisse, et ça va avoir des conséquences à tous les citoyens, et nous, on le dira, on le fera le savoir. Donc ça, je pense que au-delà de tout ce qui se passe dans une entreprise, on l'a dit, le premier objectif qu'on a, moi je suis extrêmement attaché au partenariat social, au dialogue dans l'entreprise, à ce qui était partagé par Pierre-Yves Muller ici, je peux y adhérer à 200%, parce que c'est comme ça d'abord qu'on peut faire dans une entreprise ou à la SSR des progrès et puis aller dans l'intérêt de tous. Mais si la direction en face refuse ce type d'opération-là ou essaye d'entourlouper les salariés, tôt ou tard, ça se sait. Alors, ça veut dire que très rapidement, moi, je change tout de suite de mode, et nul doute que les SSM, on sait le faire, on est très adaptable. Moi, je sais très bien, et j'ai fait des grèves, des blocages d'usines, des débrayages. Sauf que c'est des outils. On les utilise seulement si on a besoin. Je m'adapte très bien. On peut très bien squatter dans cette maison ou ailleurs avec tous les syndicats et de la population et puis faire en sorte que ce soit sur un mode combat. C'est ce que personne veut, mais ça aurait été provoqué par eux. Donc c'est pour ça que quand j'ai donné le conseil, alors après il en fait ce qu'il en veut, Gilles Marchand, ils sont responsables, etc. Moi, le conseil que je leur ai donné, c'est d'essayer d'avoir le bon sens du manager. Quand on dirige moi je pars du principe, peut-être je me trompe, mais je pars du principe que pour moi, un directeur d'entreprise, des membres du conseil d'administration sont payés pour diriger une entreprise, sont payés pour réfléchir à la stratégie. Il y a des conseils d'administration pour ça. Et puis, je participe à quelques-uns, Pierre Muller aussi, et d'autres. On est là pour réfléchir à la stratégie. On n'est pas là pour recevoir des ordres, des consultants et des avocats. Parce que sinon, alors, c'est pas la peine de payer des gens aussi chers s'ils sont pas capables de réfléchir tout seuls. Ça, c'est ce que j'en pense. Je l'ai déjà dit. Je le dirai en face de lui si je le vois. Et je pense qu'il a tout intérêt à disons plutôt, collaborer avec ses salariés et le syndicat sans aller chercher des gens extérieurs qui lui proposeront ce type d'opération. Mais vous avez raison de vous méfier, parce que c'est une ligne
Je sortais la semaine dernière d'une grande assurance, c'est pas la Generali, dont je tairai le nom, qui essaye de reprendre d'autres assurances et qui procède, qui est conseillé par certainement les mêmes cabinets d'avocats, qui essaie de faire la même chose. Donc, le message que vous pouvez vous dire, et c'est très juste de le faire, si vous voyez des copains partir au fur et à mesure, si vous voyez des gens qu'on pousse à bout, parce que c'est aussi une méthode, hein, c'est aussi une méthode qui existe, c'est-à-dire pousser des gens, faire des heures supplémentaires pour que les gens partent très régulièrement pour éviter le nombre de licenciements collectifs. Alors là, il faut vous organiser d'une autre manière, c'est-à-dire que l'Assemblée, il faut la faire, mais il faut la faire pour dire « ça suffit ». Et maintenant, on va se mettre autour d'une table, dites-nous ce que vous voulez faire, dites-nous combien vous voulez licencier, enfin, parce que ça coûte cher à la société. Hein. J'essaie de me battre, je profite d'être dans cette maison depuis longtemps pour expliquer qu'il faudrait une fois avoir des débats à la télévision sérieusement sur ce que coûte au niveau de la santé, non d'une pipe, les personnes qui sont en incapacité de travail pour mobbing, pression, etc. Parce que là, il y a des économies au moins aussi importantes que les 39 malheureux qui ont 1 million de salaires. Je pense qu'on fait un débat là-dessus, alors que le vrai fondamental du coût de la santé aujourd'hui, c'est aussi d'avoir un nombre de gens qui coûtent à peu près 4 milliards de francs qui sont pris en charge par l'assurance maladie. Je ne vais pas faire de politique, mais je profite aussi d'avoir une tribune pour le faire. Ça coûte à peu près 4 milliards de francs. C'est des gens qui sont pris en charge par vous et nous, alors qu'ils doivent être pris par les employeurs. Donc, s'ils veulent contribuer à ce genre de choses, votre direction, alors c'est très malheureux. Voilà. Quelle aurait été votre réaction si les employés étaient venus vous dire « mais est-ce qu'on ne peut pas participer maintenant au premier tour de chauffe », enfin, si je puis dire, au premier tour des cadres? Déjà, on n'avait pas la connaissance de ce genre d'approche du syndicat UNIA. Donc, moins on voyait UNIA, mieux on se portait, en fait. Donc, on ne savait pas du tout comment tout ça s'articulait. Et puis, on avait l'extrême prétention de penser savoir faire ça tout seul. Nous, on était totalement convaincus qu'on connaissait parfaitement cette boîte, dans ses moindres détails, et que si nous deux, on ne le savait pas, au moins notre encadrement le savait. Mais on n'est pas parti du principe que nos employés avaient une quelconque grosse valeur ajoutée, en tout cas sur la restructuration bien claire. On avait toute confiance en nos employés pour le daily business, pour les activités, ça c'est bien sûr, mais pas pour la stratégie. Donc si on avait eu un groupe d'employés, bref, déjà il aurait fallu qu'ils soient bien organisés, mais pour venir nous trouver, je suis pas sûr qu'on ait eu une réponse très constructive envers eux, franchement. Je pense qu'on leur aurait plutôt dit « Attends, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. On est en train de réfléchir, on est en train d'analyser la situation. On n'a pas encore besoin de vous. » Je pense que c'est plutôt... On aurait été poli, hein, mais je pense pas qu'on aurait ouvert la porte, franchement pas. Dans les premières périodes, c'est plutôt de l'analyse qu'on fait. On fait des groupes de travail. On essaie de trouver des voies d'amélioration potentielle, mais c'est pas encore de la restructuration, c'est pas encore un plan. On discute de tout et de rien. On fait un peu des plans sur la comète, on teste des choses. Je pense que ces étapes, elles sont nécessaires. Déjà pour que la direction se rende compte de quelle est l'étendue des dégâts, quelles sont un peu les régions dans lesquelles on peut travailler un petit peu plus facilement. Mais non, je pense qu'avec le recul, je pense que ces étapes-là, elles sont bien. Maintenant, il ne faut pas louper celle des employés. Alors là, on est d'accord. Mais dans un premier temps, que la direction et son encadrement fassent son job, je pense que c'est normal. Je veux dire, voilà. Mais on a beaucoup de situations dans une entreprise qui sont gérées par les cadres, qui sont gérées par des groupes de travail de cadres, qui sortent pas sur le public. Et puis des fois, c'est des économies conséquentes aussi. Les sommes d'argent, c'est vite impressionnant pour le commun des mortels, mais en fait, c'est rien du tout à la fin, suivant la situation dans laquelle on se trouve. Donc oui, c'est possible qu'un groupe de travail avec des cadres et une direction aboutisse à quelque chose de suffisant pour permettre de continuer sans autre, disons, mesures conséquentes, la belle histoire de la TSR ou la RTS, on ne sait jamais comment vous appelez vous. Mais voilà, je pense que vous devez faire confiance à votre direction, comme votre direction doit faire confiance à de ses cadres et de ses employés. Mais c'est possible, c'est pas impossible d'arriver à une solution entre cadre et direction. Alors voilà, ça ne veut pas dire qu'ils arriveront à la quintessence de la solution, mais peut-être ça suffit. Donc voilà.
Alors, justement, ça va bien, on n'est pas d'accord du tout, parce que ça ne marche pas. Donc, le principe pas ne vrai. marche pas. Non, Parce c'est pas vrai. parce que on l'a fait où il y a ça, la direction a eu une magnifique idée, dit on va faire nous des groupes de travail pour trouver des solutions. Le personnel qui va dans ce groupe de travail, soit c'est des groupes de travail qui sont vraiment bien faits, soit la plupart du temps c'est des groupes de travail où la personne qui dirige ce groupe-là veut diriger le personnel dans la direction où eux ils veulent. Et le problème c'est que ça ne marche pas. Non, le cadre, Non, mais ça c'est le personnel. alors que les cadres, bah, que les cadres, oui. Mais avec le personnel, Non, mais sans le personnel, c'est ce que je te avec disais. les cadres, oui. Et il y a Ah oui, beaucoup de la choses- première il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Je veux dire, il y a des entreprises qui ont fait des restructurations internes où on a trouvé des solutions sans toucher au personnel, mais en restructurant des business, en modifiant des business. Donc, c'est pas impossible de le faire. Il faut. Je pense que, disons, mais moi, je pense pas, je suis assez convaincu que quand on cumule les deux, vous savez, c'est quand on a un peu le feu aux fesses que ça marche. Et puis, je pense que c'est ce qui s'est passé chez Bob, c'était ailleurs. Quand les salariés savent qu'ils ont des risques sur leur place de travail, alors ils sortent les meilleures idées au monde, qu'ils n'ont pas envie de sortir. Mais parce que je savais ce que tu voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est pas une volonté de vouloir faire d'abord les cadres avec la direction, puis après, c'est pas un schéma qu'on veut faire. Mais simplement, c'est que si on vous dit, oui, il y a une stratégie pour économiser, qui est prêt à partir d'un groupe de travail à faire des réflexions, vous avez tous votre travail, vous êtes tous concentrés par rapport à votre activité pour laquelle vous avez été engagé, pour laquelle vous êtes sûrement très compétent, il y en a moins, mais ça c'est comme dans toutes les boîtes. Et il faut arriver à un certain moment où il y a vraiment une rupture, où il y a vraiment quelque chose qui est mis en place. Ça a toujours marché au moment où il y avait quelque chose qui avait été fait, et puis après, derrière, on essaie de trouver. C'est dommage, c'est vrai qu'idéologiquement, c'est une excellente idée, et dire, on prend tout de suite tous ceux qui veulent bien faire un certain travail, puis on arrive aux solutions. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut malheureusement passer ces étapes-là. Et quand les personnes sont vraiment, il y a quelque chose qui arrive sur la table, où tout le monde se sent concerné, là, effectivement, les gens se bougent, quoi. C'est pas qu'ils veulent pas se bouger, mais l'être humain, il est malheureusement comme ça. Aujourd'hui, dans ma boîte, les gens pensent. Alors, j'attise légèrement cette flamme. Ils pensent que là-bas, dans ma boîte, on est tous des rouges, des révolutionnaires, des vrais. Pas du tout. Pas du tout. C'est un personnel comme tous les autres, donc comme dans toutes les boîtes. Simplement, effectivement, à certains moments, quand vous êtes poussé dans les cordes, vous réagissez. Et puis, effectivement, s'ils essaient de couper le salami, une rondelle à la fois, je crois qu'on est suffisamment pas assez con, même. Mais par contre, pourquoi tu n'aimes pas les avocats? Je sais pas. Il me semble que. Par rapport à cette dérive fort probable liée à des instances externes, genre, on va dire avocats, comme tu disais, ou on va dire études qui pourraient... Est-ce que tu penses que ça serait une bonne stratégie de poser la question lors des agoras, parce qu'on a la chance quand même, moi je considère ça comme une chance, de pouvoir rencontrer notre directeur donc, de la RTS, donc Monsieur Crétin. On a la possibilité de le rencontrer régulièrement dans des séances qui sont informelles. Est-ce que tu penses que ce serait un bon endroit où tout de suite lui dire est-ce que vous engagez des savoir-faire extérieurs pour gérer notre problème ou non? Moi, ce que je dis, c'est qu'un vrai patron d'une entreprise, c'est quelqu'un qui, même en cas de difficulté, quelqu'un qui est honnête, fondamentalement, réunit ses salariés, ce qu'a fait Jean-Pascal Bobst, et quand bien même aussi, je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup d'autres choses, il fait partie de ces managers, comme Pierre Muller et comme d'autres, qui font une assemblée du personnel, qui réunissent tout leur personnel dans une salle, qui expliquent la situation clairement. Voilà où nous en sommes, voilà ce que nous proposons, voilà où on va. Et ils doivent avoir le cran de dire, à partir de ce moment-là, aux salariés, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Je pense que c'est ça. S'ils attendent après une vraie famille, comme ils essayent parfois de le mettre, ils ont aussi le cran d'aller expliquer quand ça ne va pas. Parce qu'on doit pouvoir dire quand ça va bien, mais on doit aussi dire quand ça ne va pas. Et s'ils essayent de passer outre, alors c'est dommage, parce qu'après, cet esprit familial, il se perd, et la méfiance s'installe. Et en l'occurrence ici, moi, je pense que, je vous l'ai dit dès la première fois qu'on s'est vu ici, pour ceux qui étaient là,
Malheureusement, ce n'est pas un secret pour personne que les salariés de la RTS vont se retrouver dans une situation très compliquée. Tout le monde a compris qu'il y avait une baisse de village. J'ai voté, tout le monde a voté, tout le monde a compris que ça allait passer à 1 franc par jour. Hein, c'est le message pour passer, pour que tout le monde comprenne bien. Mais qu'avant, ce n'était pas 1 franc par jour. Donc, il y a des entrées financières. Il n'y a pas besoin d'avoir fait la Haute École de Saint-Gall pour que la population suisse de son ensemble comprenne qu'aujourd'hui, Gilles Marsan se trouve dans une situation où il aura moins d'argent. Jusque-là, tout le monde a compris. Donc, soit il a, lui, le courage de venir devant ses salariés, de les réunir, puis de leur dire, voilà, on est dans cette situation-là. Maintenant, ce que je suggère, c'est que nous, on se préoccupe, on va étudier l'affaire, et puis on reviendra vers vous avec un projet, parce que tout le monde a compris qu'il va y avoir une réduction de structure, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. La question, c'est combien, dans quel délai ça va se faire, et il le dit. Mais aujourd'hui, après la votation qu'on a eue, et quand même dans les journaux, ce qui est sorti, nous sommes un gros mammouth bien graisseux sur lequel on peut dégraisser tranquillement. Donc à quel point il ne va pas y avoir, pour que politiquement on donne un signe fort à tous ces gens qui trouvent qu'on vit grassement, ils ne vont pas être obligés de passer par ce mode licenciement pour que ce soit compris de la population. Alors vous savez, quand les salariés ont fait le travail, qu'ils ont proposé une proposition, qu'on l'a mis publiquement, parce que c'est ça le travail, et qu'on a expliqué quelle est la contrepartie qu'on veut faire, alors la population, le mammouth dont parlent les politiciens qui veulent dégraisser le mammouth, si les salariés ont des arguments solides, sérieux, qu'on partage avec la population, s'engage certainement un débat derrière entre les politiciens qui considèrent que vous êtes trop gros et ceux qui disent que le régime, il ne faut pas le faire trop parce que c'est mauvais pour la santé. Et je pense qu'en général, dans la population, moi, j'ai souvent vu que la population suisse écoute très fortement ce que disent les salariés. Je pense qu'il y a quand même une écoute assez forte dans la population sur les propositions qui sont faites par les salariés. Donc, c'est un espace. Et c'est pour ça qu'une fois qu'il y a ces propositions qui sont faites, souvent, on les explique publiquement. Puis ça permettra peut-être à faire comprendre à certains politiciens qu'il ne faut pas aller trop loin. Tout bon pour la suite. Moi, je suis un type optimiste. Je vois que vous avez des espaces d'écoute. Hein. Votre direction organise des réunions. Vous êtes là librement réunis. Ils ont accepté qu'on vienne. Moi, je pense que c'est plutôt un bon signe. C'est signe qu'il y a volonté de discuter. Poser toutes les questions, je pense que ces lieux de parole et d'échange sont là aussi pour que des questions se posent, que des réponses viennent. Peut-être qu'elles vont venir de manière décalée. Nous, au niveau de la direction de Bobs, il y a des moments où on arrive à répondre parce qu'on savait, d'autres moments pas. On l'a toujours dit de manière honnête et je pense que c'est ce principe-là qui doit être respecté, qu'il le sera, parce que, encore une fois, je connais mon collègue DRH ici, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, en tout cas, je le connais bien sous cet angle-là. Profitez, posez des questions. En tout cas, les signes sont positifs. Voilà. En tout cas, c'est ma lecture. Je vous souhaite une très belle soirée et puis bonne chance pour la suite. On est vraiment de tout cœur avec vous. Encore à votre disposition si jamais, volontiers, si on peut encore vous aider d'une façon ou d'une autre. Tu peux donner nos coordonnées, hein. En tout cas les miennes, c'est sûr. On n'est pas avocat. Non mais moi j'aimerais juste vous dire, ayez quand même confiance en votre direction. C'est des êtres humains et a priori, avec du dialogue, avec des claires positions, je pense qu'ils vont, s'ils ne l'ont pas déjà fait, ils vont réveiller leur côté humaniste aussi. Donc ayez confiance et puis bon courage, quoi. Merci beaucoup. Merci.